Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Des startups africaines et de l'innovation capent sur le salon de la technologie Vivatech de Paris et les nouveaux prix Africatech. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de partenaires qui s'intéressent, investisseurs, incubateurs, des entreprises, des studios au niveau de la tech qui s'intéressent aux talents. De jeunes Béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. Que l'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. 17 pays, une même législation et une même culture des affaires. Depuis 29 ans, l'OHADA accompagne la quête de sécurité et de garantie des investisseurs. Parmi les 10 pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés dans ces 10 dernières années, il y a 6 ou 7 pays africains. C'est énorme. C'est le rendez-vous incontournable de la technologie et des startups. Le salon Vivatech a attiré plus de 90 000 visiteurs à Paris le mois dernier avec cette année un pavillon Africatech particulièrement remarqué. Notre journaliste Nicolas Margeran était sur place pour prendre le pouls de cet écosystème très dynamique. Regardez. Dans les allées de Vivatech, les robots les plus ingénieux sont de sortie. Samia Shelby a préféré déployer ses casques de réalité virtuelle. Tu vois, après tu rentres dans chaque pièce, tu vas trouver des objets modélisés avec une explication sonore du musée de Bardo. Samia Shelby a fondé en Tunisie la première école africaine spécialisée dans la formation 3D et les effets spéciaux. Elle est invitée à Vivatech par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du programme Déclic qui valorise la formation au numérique. Pour sa première visite, elle s'est fixé 2 objectifs, trouver des investisseurs et des partenaires, mais aussi chercher des opportunités pour des jeunes talents qui veulent créer leur start-up. On essaye de faire le matching, talent et entreprise. Donc on est les ambassadeurs de cette jeunesse africaine. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup de partenaires qui s'intéressent, investisseurs, incubateurs, des entreprises, des studios au niveau de la tech qui s'intéressent aux talents et qui s'intéressent aux talents africains, qui sont venus nous voir pour comprendre et ils ont apprécié énormément le travail des talents parce qu'aujourd'hui nous sommes là et nous avons ramené avec nous des applications et des productions de talents africains qui ont été formés dans le cadre de Déclic. Parmi les pays phares du pavillon Africatech, l'île Maurice occupe une position clé de porte d'entrée des investisseurs. Cela s'explique par la stabilité politique et économique du pays, mais aussi par les politiques de mobilité mises en place. Pour près de 50 pays africains, il n'y a pas besoin de visa pour venir à Maurice. Donc ils peuvent venir à Maurice librement, avoir le visa à l'immigration à l'entrée. Donc on a facilité la mobilité des personnes. On a facilité le flux financier. On a aujourd'hui les grands groupes mauriciens qui investissent beaucoup dans différents secteurs de l'économie, dans différents pays. Dans la santé, dans l'agro-industrie, dans l'éducation, dans la finance, je l'ai dit, la technologie. Et aujourd'hui, à Maurice, on a différents incubateurs qui ont incubé des startups africaines, ghanéennes, il y en a qui sont venus d'Afrique du Sud, pareil, vous avez Inspect for Less, belle réussite d'une start-up mauricienne, dont la personne était en Afrique du Sud et qui est venue, qui a développé sa start-up à Maurice et qui a bien réussi. Donc clairement aujourd'hui, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour qu'une start-up africaine puisse se développer, accélérer, scale up et ce qu'on recherche tous en fait, c'est qu'on arrive à un jour, quand je dis un jour, j'espère le plus tôt possible, qu'on ait une vraie licorne africaine. Cette édition de Vivatech était marquée par la première participation de l'Égypte. Pour ce start-upper, cette présence égyptienne est la confirmation de la bonne santé économique de son pays.
L'écosystème des startups égyptiennes se développe plus rapidement. Alors aujourd'hui, l'Égypte est au rendez-vous de presque tous les événements technologiques, les petits ou les grands événements dans le monde. En fait, vous constaterez que l'Égypte est présente lors des événements technologiques importants, car il y a une croissance très forte dans ce domaine, dans cette industrie en Égypte et sous toutes ses formes. Dans les soins de santé, dans la fintech, dans l'agriculture, presque tout. D'après ce chirurgien, le système de santé égyptien pourrait être mieux organisé. C'est pourquoi il a développé une plateforme qui met en lien les patients avec les hôpitaux et les médecins. Nous offrons aux patients la possibilité de comparer les chirurgiens. Par exemple, si vous souhaitez effectuer une opération classique pour votre œil, vous pouvez comparer des centaines de chirurgiens et vous pouvez envoyer gratuitement la description de votre cas médical à des centaines de médecins et recevoir plusieurs avis médicaux. Vous pourrez ainsi comparer et choisir ce qui vous convient le mieux. Tous les patients bénéficient également de remises en espèces et de rabais, ou gratuitement pour que vous puissiez examiner avec 1, 2, 3 médecins jusqu'à ce que vous décidiez qui est le meilleur chirurgien pour votre cas. Et alors, vous pouvez aller à la prochaine étape. Avec 1500 chirurgiens et plus de 70 hôpitaux, sa société déjà présente dans une dizaine de pays devrait continuer à s'étendre davantage. Les entrepreneurs égyptiens ont bien le vent en poupe puisque 2 d'entre elles ont remporté cette année l'Africa Tech Awards dans la catégorie santé. Racha Radi et Doha Aref ont créé Shefa, un système de pharmacie en ligne. Fondamentalement, nous avons construit une plateforme qui relie les patients et les pharmaciens à l'échelle nationale. Le patient peut télécharger son ordonnance, choisir les modes de paiement, la soumettre. Elle sera dirigée vers la pharmacie la plus proche par rapport à la localisation GPS. De l'autre côté, la pharmacie reçoit l'ordonnance, confirme qu'elle a ce dont le patient a besoin et ensuite, il prépare et livre sans problème. Même si elle n'a pas ce dont le patient a besoin, il sera dirigé vers la pharmacie la plus proche qui a le produit et accepte de préparer et livrer sans que le patient ait à faire du porte-à-porte pour son médicament. De formation académique, cette docteure a découvert une autre mentalité via l'entrepreneuriat. La leçon la plus importante est que chaque fois que vous essayez les choses habituelles ou typiques pour résoudre un problème, la solution ne fonctionne pas. Il est temps pour vous de sortir des sentiers battus, de réfléchir, de sortir de votre zone de confort et de tomber amoureux du problème et non de la solution. C'est ainsi que vous pourrez vous adapter pour faire face aux changements du monde et toujours donner la priorité aux besoins de votre marché comme ceux de vos clients. Ce prix décerné devrait permettre à la société égyptienne de poursuivre son développement et d'attirer de nouveaux financements. Une véritable pénurie d'huile et de dollars est en train de se propager dans l'est du continent. Les prix montent en flèche. Les industriels de savon et de cosmétiques en manque de matières premières sont pris dans la tourmente et font aussi face à des difficultés pour s'approvisionner en dollars américains. L'Ouganda prône l'utilisation de farine de banane et de manioc comme ingrédient de substitution pour l'élaboration du pain et toute la région se lance dans la production d'huile de haricots de soja et d'huile de palme. Les autorités tanzaniennes ont ordonné de consacrer 10 000 hectares à la production de tournesol et de palmiers à huile. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies est aussi en difficulté pour acheminer les rations alimentaires aux réfugiés du continent. La guerre en Ukraine a fortement affecté les livraisons de l'organisation qui se trouve contrainte de diminuer son apport, de moitié dans certains cas. L'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda font partie des pays les plus affectés par cette dégradation des prix et de la logistique internationale. La tendance des fermiers et entrepreneurs continue sa lancée en Afrique et elle s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songhai, désignée centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes Béninois sans emploi poursuivent ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association. Notre correspondant Didier Assogba a suivi les jeunes entrepreneurs de l'association Les Jardins de l'Espoir et le marché fermier qu'ils ont initié pour le plus grand plaisir des consommateurs. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs. Et pourtant, leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement.
La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des devises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito, à environ 1 heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de 5 ans, Femi Kochoni est de ceux-là. Il pratique de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m² et son principal souci, c'est la valorisation de ses produits bio. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûr de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukan, une jeune coiffeuse résidant à Fidjosé à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, et comme vous le voyez là, et comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs, puisque ça prend du temps à se détériorer. On a ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Kochoni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. 7 jardiniers animent ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnelle. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici 3 ans, est d'arriver à inverser la tendance actuelle, donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Maintenant, par exemple, si c'est moi, aujourd'hui on me dit de produits bio avec moi, comment ça se passe? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, insistés là, pour faire les traitements. À la base de feuilles, des nimes qui est sous la ferme, je prends et je les pile et je les trempe dans l'eau. Quand on fait les traitements, si les insectes volants ou bien les vers viennent manger les feuilles, ils vont trouver les goûts sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est les choses comme ça. Donc on les renvoie. Ce n'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de charbon, on mélange. Donc c'est ça, avec ça on prend pour fertiliser les sols. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde. L'Afrique, qui est un continent pauvre, est le seul continent où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement les produits chimiques, n'a pas les moyens d'acheter des engins lourds pour répandre de façon anormale des produits chimiques sur son sol, n'a pas les moyens de produire 2000 hectares seuls. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiés et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Clairement, on les porte sur une note de satisfaction générale.
Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population. Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquer les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale, devenir leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. La Banque africaine de développement réfléchit à des moyens de renforcer ses capacités de lever des fonds pour les pays les plus fragiles du continent. Parmi les pistes, la possibilité de demander aux pays riches l'utilisation de leurs droits de tirage spéciaux supplémentaires au Fonds monétaire international qui avait été injecté en réponse à la crise Covid. Ces droits de tirage pourraient ainsi être utilisés comme levier et permettre à la Banque africaine de développement de lever 3 à 4 fois plus de financement. La hausse des taux d'intérêt américains place dans une mauvaise posture plusieurs économies émergentes. Le ministre des Finances égyptien Mohamed Maït a indiqué que son pays devrait rompre avec la pratique financière lucrative des opérations spéculatives sur écart de rendement. L'objectif serait de se concentrer désormais sur la croissance de ses exportations et des investissements étrangers. Une nouvelle institution de développement voit le jour en Afrique de l'Ouest. C'est la Banque de développement du Ghana qui a officiellement commencé ses opérations le mois dernier avec un capital de 800 millions de dollars apporté par plusieurs partenaires. Le gouvernement du Ghana, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'agence allemande KfW et la Banque africaine de développement. L'objectif est d'en finir avec le manque de soutien aux petites et moyennes entreprises en facilitant leur financement et en apportant des garanties de crédit. 29 ans d'efforts d'harmonisation du droit des affaires, 17 pays d'Afrique ont réussi à faire de l'OHADA un espace attractif qui marque des progrès dans le classement Doing Business. Des garanties à la sécurité des investisseurs, les réformes entreprises ont été considérables, mais il reste encore des problèmes à résoudre. Les investisseurs qui ont choisi d'investir en zone OHADA ont confié leur expérience à David Tiombiano. Parmi les 10 pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés dans ces 10 dernières années, il y a 6 ou 7 pays africains. C'est énorme. Sur l'Afrique, Fabrice Le Sachet ne voit que d'immenses opportunités inexploitées. C'est le cas du marché du carbone sur lequel se positionne Aira Group, la société qu'il a fondée en 2006, son diplôme de l'école des hautes études commerciales en poche. On vient de signer un contrat de plus de 2 millions de tonnes d'approvisionnement de crédits de carbone africain en Corée du Sud. Tous les États cherchent à attirer et à séduire des investisseurs, ces grands entrepreneurs qui mobilisent des milliards pour développer des projets, améliorer la croissance et créer des emplois. Mais avant tout, ces hommes d'affaires veulent tirer à juste titre des bénéfices de leurs investissements. Seul un bon niveau de rentabilité du projet peut motiver un entrepreneur à se lancer dans l'aventure. La prospection en Afrique est quelque chose qui m'apparaît très... Et j'en ai fait. C'est la plus difficile du monde et la plus chère du monde. Alexandre Villegrain recommande à l'investisseur qui arrive sur le continent de se défaire de certains clichés, de cette image d'une Afrique arriérée, d'un continent de la misère, de la maladie, de la guerre, de l'ignorance et de la corruption. Les nouveaux investisseurs doivent comprendre que cette Afrique-là est en voie de disparition. Pour réussir, il faut donc être capable d'offrir des biens et des services en phase avec les besoins et les exigences d'une société en mutation. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, vous payez avec votre téléphone. Ça prouve que c'est un territoire surdéveloppé. L'entrepreneur qui vient en Afrique, il faut qu'il se dise, il faut que j'en propose des trucs que même moi, j'aimerais avoir. L'aventure commence donc avec la prospection, les études de faisabilité, le montage du business plan, la mobilisation des bailleurs de fonds. Après, il faudra passer à la phase réalisation. Le promoteur et ses équipes doivent surmonter de nombreuses contraintes administratives, politiques et socioculturelles. Dans ce parcours,
patience et endurance ne doivent pas faire défaut à l'entrepreneur. On pourrait souhaiter que ça aille plus vite. Mais il faut aussi respecter les institutions, respecter les interlocuteurs. Mais il y a un temps nécessaire pour que les gens aussi s'imprègnent de votre démarche, de ce que vous voulez faire dans leur pays. Les chefs d'entreprise l'ont bien compris, on ne peut pas diriger sa société depuis son bureau parisien ou new-yorkais. Pour être un dirigeant accepté par ses équipes locales et ses partenaires, ils doivent s'immerger dans la culture et les habitudes des pays où ils travaillent. Moi, quand je suis au Cameroun, je suis camerounais. Donc, quand je suis au Congo, je suis congolais. Je suis au Gabon, je suis gabonais. Mon entreprise, elle est locale, elle est sur place. Donc, je ne suis pas un Français, moi, quand je suis du pays dans lequel... Donc, je dois me soumettre à la loi du pays. Et ça marche, surtout si les investissements réalisés s'inscrivent sur la durée dans une logique gagnant-gagnant qui s'appuie sur des compétences locales. Travailler avec les entreprises locales, c'est l'assurance d'une bonne connaissance du terrain et la garantie d'un précieux gain de temps dans les négociations avec les autorités. Les relations personnelles sont extrêmement importantes en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, et qu'il ne suffit pas d'arriver avec un bon projet. Il faut aussi savoir l'expliquer, savoir le vendre localement, qu'il ne s'agit pas pour l'investisseur marocain de s'installer et de faire une belle opération, mais l'idée c'est que tout le monde en profite et l'économie locale au premier chef. Entreprendre en Afrique comporte bien des risques, politiques, sociaux, économiques, juridiques ou de gouvernance. Conscients de ces problèmes, les États multiplient les initiatives pour améliorer la situation. 17 pays ont fait le choix depuis 1993 d'intégrer leurs lois et d'harmoniser leurs droits des affaires pour offrir une plus grande sécurité aux investisseurs. C'est cela l'OHADA, l'Organisation en Afrique pour l'harmonisation du droit des affaires, une institution qui fait bien l'affaire des investisseurs. Le droit OHADA, aujourd'hui, est un atout pour le développement des pays qui s'y sont soumis. L'OHADA, c'était une chose formidable. Voilà. C'est quelque chose de formidable, il faut le préserver et d'ailleurs, il continue à grandir. La sécurité juridique est une réalité au cœur de l'OHADA, mais il reste une bataille à gagner selon de nombreux acteurs, celle de la sécurité judiciaire. Malgré l'existence d'une cour d'appel supranationale, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, connue pour ses courageuses décisions, il reste des efforts à faire au niveau des juridictions nationales en matière d'indépendance des juges. Toutes les entreprises ont des problèmes. Elles ont des problèmes parce que quelquefois, c'est vrai, pour passer en justice en Afrique, c'est très difficile. C'est un peu on défend toujours le pot de terre contre le pot de fer. Pour cet industriel, il faut plus que des taux de rentabilité mirobolants pour amener l'investisseur à s'engager. De ses 50 ans d'expérience de relation avec le continent, il retient une condition préalable pour réussir un projet. Il faut avant tout aimer l'Afrique. Vous allez vous faire avoir, vous allez faire une bonne affaire, une mauvaise, j'en sais rien. Mais déjà, si vous aimez, vous avez déjà gagné au moins 50% de ce que vous allez faire. Parce que si vous venez en Afrique en disant « c'est l'Eldorado, je vais gagner de l'argent », vous êtes sûr d'en perdre. Ça, c'est clair. Et voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 580. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Sur combien de mètres carrés Femi Kochoni pratique-t-il l'agriculture bio au Bénin? 1000 mètres carrés, 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés? Deuxième question. Quand a été créé l'OHADA? En 1993, en 2008 ou en 2013? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaenair.com à la page replay, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail, avec les réponses bien sûr. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaenair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 579. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel.
Première question, quel est le montant de la ligne de financement résilience Covid de l'ICD au Nigeria? Réponse, 40 millions de dollars. Deuxième question, quel est le tarif d'électricité de la centrale solaire de Mogadiscio? Réponse, 0,20 $ le kilowatt. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.